m'appelle Frédérique Ildefonse, je suis directrice de recherche au CNRS et je vais vous parler de mon livre « Le multiple dans l'âme », sous-titre « Sur l'intériorité comme problème ». Et la phrase qui m'a donné l'idée de ce travail, c'est la suivante. Il y a toute une histoire de l'intériorité et de l'unicité du moi qui est à faire. J'ai immédiatement choisi d'abréger le projet en celui d'une histoire de l'intériorité, enfin plutôt la phrase. Plus exactement, j'ai conçu le projet d'une histoire des différentes problématisations de l'intérieur mental ou psychique, en défaisant donc d'emblée le lien entre cette enquête et la considération du moi ou d'un moi. La question de l'unicité allait se poser par ailleurs, mais le projet a donc d'emblée pris et à vrai dire maintenu fermement une distance critique à l'égard de la projection sur les textes anciens des concepts modernes de moi, de soi, de sujet, de personne. Le cours du travail m'aura appris que le fil de l'enquête devait être celui du multiple dans l'âme, un multiple qu'il ne fallait pas chercher à réduire et à vrai dire dont les auteurs anciens eux-mêmes tiennent le plus grand compte. Alors je crois que je n'emploie qu'une seule fois l'expression complète archéologie des configurations conceptuelles dans tout le livre. Je n'ai pas gardé dans mon titre le terme d'histoire qui était dans la phrase de Vernon. Je me suis plutôt attachée d'ailleurs à une histoire des problèmes et c'est pour cette raison que je me suis orientée plutôt vers une archéologie ou une généalogie. Je parlerai rapidement de l'archéologie. L'archéologie n'est pas l'histoire, il s'agit de retrouver, de chercher à dénuder des configurations conceptuelles qui sous-tendent les textes étudiés. L'archéologie, comme l'a indiqué Foucault dans l'usage successif qu'il a fait des deux concepts, est liée à la généalogie. Et ma référence fétiche sur la question, c'est l'article de Foucault, Nietzsche, la généalogie, l'histoire. Je n'en citerai que deux expressions, alors qu'il faudrait bien sûr relire tout l'article. Première expression, plutôt que de rechercher l'origine, il s'agit, entre guillemets, de suivre la filière complexe de la provenance. Et dans la conclusion de mon livre, je reprends une autre expression de cet article, 1000 événements aujourd'hui perdus. Suivre la filière complexe de la provenance permet de partir à la recherche de certains de ces 1000 événements aujourd'hui perdus. Le propos est bien entendu radicalement opposé à une démarche téléologique, de quelque ordre que ce soit. Elle est aussi opposée à ce que j'appelle une téléologie de fait, qui dit à peu près, eh bien, puisque conceptuellement on en est arrivé là, il était nécessaire qu'on en arrive à là, et donc telle ou telle étape est le stade incoatif ou l'amorce de ce qui doit venir ensuite. Et à telle et telle étape, on n'a pas encore ce qu'on allait avoir ensuite. Ce n'est pas ma démarche. Je parlerai à présent des configurations conceptuelles. J'ai employé ailleurs une autre expression, configuration de pensée, que j'ai d'ailleurs proposé de substituer à celle de catégorie de pensée. Configuration est un terme auquel je tiens et que je préfère dans la circonstance à catégorie parce qu'il exprime un paysage conceptuel, c'est-à-dire un certain assemblage, un certain maillage singulier de lignes conceptuelles. Gilles Deleuze parle de dispositif. Nous vivons aujourd'hui avec un certain nombre de concepts à disposition. Or, ces concepts n'ont pas toujours été à disposition. Et le fait que nous les ayons tous à disposition, à présent, ne signifie pas qu'ils aient été mis à notre disposition en même temps. Ne signifie pas non plus que nous soyons fondés à les utiliser tous en même temps sur les textes anciens, ni même que nous soyons fondés à les utiliser tout court. Et c'est là où ma démarche, comme celle par exemple de ma collègue antiquisante Catherine Darbo-Péchanski, s'apparente, je crois, à l'ethnographie. Il ne faut pas projeter sur les textes anciens des concepts modernes en ayant à l'idée que cette projection va de soi. Pourquoi parler en termes de moi, de soi, de sujet, de personne pour les textes antiques? Pourquoi ne pas plutôt s'attacher à comprendre, par exemple, ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils parlent d'intellect, qui se dit en grec nous, un mot qui est lié au verbe qui signifie penser. Une autre remarque. J'ai été frappée par une remarque de Vernon qui disait à propos des journaux intimes dans l'Antiquité
la chose est impensable. Il dit précisément dans la Fabrique de soi, je lis le passage, « Non seulement il n'y a pas dans la Grèce classique et hellénistique de confession ni de journaux intimes, la chose est impensable, mais, comme l'observait Georg Misch et le confirme Arnaldo Momigliano, la caractérisation de l'individu dans l'autobiographie grecque ignore l'intimité du moi. » Je renverrai également à deux adjectifs qu'emploie Jacques Brunswick au cours d'une analyse d'Aristote. Je le cite, « Mon œuvre », il parle d'Aristote, mais aussi bien mon ami, mon obligé, mon enfant, mon reflet, mon ombre, peut bien être quelque chose de moi, ma projection, mon expression, mon objectivation. Il paraît absurde et sauvage de dire qu'elle est moi, que je suis là où elle est, qu'elle est mon être alors que je l'ai faite de mes mains et que je la vois de mes yeux. L'usage de ces adjectifs touche à ce qu'on reconnaît d'ordinaire, à savoir le fait que, je cite encore Brunswick, « Mon rapport à moi-même n'est assimilable à aucun rapport que je puisse avoir avec quelque objet que ce soit. Tout ce qui est objet pour moi est par principe autre que moi. » On pourrait donner d'autres exemples. Les adjectifs que j'ai cités sont forts, absurdes, sauvages, impensables. Pourquoi une chose est-elle impensable ? Pourquoi, à un certain moment, ne l'est-elle plus ? Ce passage a à voir avec ce que Foucault a un temps appelé le passage d'une épistémé à une autre. Or, ce passage ne se fait pas par cassure ou volte-face. Ce passage concerne, comme l'écrit Foucault, 1000 événements aujourd'hui perdus. Il y a un travail conceptuel qui s'opère de manière continue et qui, à certains moments, produit une modification qui ouvre ou libère des possibilités jusqu'alors exclues ou fermées. Et à partir de cette modification, puis d'une autre, une nouvelle configuration se fait jour qui voit tout l'ensemble se reconfigurer. Soit dit en passant, il me semble qu'on rejoint un travail souterrain très complexe qui peut s'apparenter au travail de la cure analytique. On peut penser également au début de cette nouvelle de Fitzgerald qui s'appelle La Fêlure, The Crack-up en anglais. Je cite le passage. Toute vie est bien entendu un processus de démolition, mais les atteintes qui font le travail à coups d'éclat, les grandes poussées soudaines qui viennent ou semblent venir du dehors, celles dont on se souvient, auxquelles on attribue la responsabilité des choses et dont on parle à ses amis aux instants de faiblesse, n'ont pas d'effet qui se voient tout de suite. Il existe des coups d'une autre espèce, qui viennent du dedans, qu'on ne sent que lorsqu'il est trop tard pour y faire quoi que ce soit, et qu'on s'aperçoit définitivement que dans une certaine mesure, on ne sera plus jamais le même. La première espèce de rupture donne l'impression de se produire vite, l'autre se produit sans presque qu'on le sache, mais on en prend conscience vraiment d'un seul coup. Il y a beaucoup dans ce texte, à mon sens, de ce qui permet de comprendre les changements d'une configuration conceptuelle à une autre. Je pense également, enfin, à la manière dont Merleau-Ponty, dans un article intitulé « Partout et nulle part », conseille de ne pas parler de découverte de la subjectivité. Il explique en effet que, je cite, « La subjectivité n'attendait pas les philosophes comme l'Amérique inconnue attendait dans les brumes de l'océan ses explorateurs. Ils l'ont construite, faite, et de plus d'une manière. » Et il ajoute, « Et ce qu'ils ont fait est peut-être à défaire. » Merleau-Ponty parle encore de, je cite, « nœuds de signification qui seront défaits et refaits autrement dans un nouveau réseau du savoir et de l'expérience. » Sur la question de savoir si le pronom personnel autos ne renvoie pas nécessairement à un soi-même, si autos ne signifie pas nécessairement soi ou soi-même, je dirais, pour commencer, je rappellerai que j'ai travaillé dans ce livre d'Homère à Plotin en ne faisant que très peu d'incursions chez Plotin, à vrai dire, qui requiert un travail à part entière. Je voudrais, pour vous répondre, commencer par dire quelque chose à partir de ces deux bornes. J'ai consacré une enquête à ce que nous apprend l'usage d'autos dans l'Iliade, et pour le dire très vite, j'ai pu montrer qu'autos renvoie à une situation d'exception par rapport à une situation ordinaire de délégation de l'action. C'est-à-dire que je fais autos, auté, moi-même, ce dont je ne confie pas la mission à un autre. Donc,
Autos signifie également seul, sans médiation. Cela veut dire que la situation de référence est celle d'un partage de l'action. Je reviendrai à ce point un peu plus loin et je précise au passage que dans l'analyse d'Autos, je rejoins les analyses de ma collègue Catherine Darbo-Péchanski sur l'acte réparti chez Zomer. D'autres occurrences permettent de montrer qu'Autos exprime une résidualité, ce qui reste une fois retiré un certain nombre d'accessoires. Et j'ai défendu que cet usage d'autos anime encore la fameuse locution platonicienne autos katotone ou bien oté katotène au féminin, lui en lui-même, lui-même en lui-même, ou pour l'âme par exemple, elle-même en elle-même, locution dont Hegel a su lui aussi tirer profit. Voici pour la première borne homérique et platonicienne. Alors que je n'ai travaillé que fort peu sur Plotin, j'ai pourtant cité à plusieurs étapes de mon travail une phrase de lui qui est extraite du traité 52. Chacun est double, l'un est un être composé, l'autre est autos, lui-même. Cette phrase met en évidence la part normative de la philosophie antique. Que veut dire Aristote lorsqu'il dit « ce qu'est surtout chacun de nous, c'est l'intellect ». L'intellect en lui. Ce qu'est chacun de nous, ce n'est pas un soi ou un soi-même. Et dans le caractère tranchant de sa formule, Plotin atteste qu'il n'y a pas recouvrement entre ekastos, chacun, et autos, littéralement lui-même, soi-même. Et encore une fois, ce non-recouvrement est probablement la clé et le ressort de la normativité éthique antique. Or, ce que dit Plotin dans la phrase citée, c'est qu'on est autos quand on n'est pas dans le composé. Il ne dit pas qu'être autos, c'est être le composé. Or, nous sommes bien dans cette vie un composé d'âme et de corps. Ainsi, nous ne sommes pas d'emblée autoi. C'est la raison pour laquelle je propose dans ces usages de traduire autos, non pas par lui-même ou soi-même, mais par ce qu'il est, ce qu'on est vraiment. Donc le soi, décidément, ne va pas de soi. J'aimerais ajouter quelque chose d'autre. Il ne faut pas perdre de vue ce que j'appelle le point de référence grammatical et philosophique par défaut d'une configuration conceptuelle. L'identité qui est en jeu dans autos, dans cette phrase de Plotin et dans d'autres occurrences, ne passe pas directement dans la syntaxe. C'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à l'un des pronoms qui se trouvent en construction dans une phrase qui nous est naturelle. C'est la raison pour laquelle la phrase citée de Plotin est si difficile à traduire. Si autos veut dire soi-même, dans le régime ordinaire de nos phrases, pour le régime ordinaire de nos phrases, il y a une incohérence. Car nous présupposons ordinairement, quand nous parlons, que pour dire chacun, il faut bien que chacun soit un soi-même. Mais alors comment la phrase peut-elle se comprendre ? À vrai dire, elle s'avère incompréhensible quand on traduit simplement autos par soi ou soi-même. Et on rejoint ce que j'ai essayé de mettre en évidence dans le livre, c'est-à-dire qu'il faut se méfier, qu'il faut se déprendre de la conceptualisation pronominale. À moins de jouer précisément conceptuellement sur deux registres à la fois, ce qui, à mon sens, entrave la compréhension. Dans les textes philosophiques anciens que j'ai analysés, la conceptualité philosophique s'élabore et s'exprime dans un surplomb qui a bien plus à voir avec la divinité et l'ordre du monde et suppose une répartition des parts de vie comme des parts de détermination. Par rapport à cette essence qu'exprime alors autos, Platon tout particulièrement met en évidence le multiple dans notre âme et en tient compte. Comme il l'écrit, par exemple, notre âme déborde de 10 000 oppositions qui surgissent en même temps. Rappelons encore l'image que Platon donne de l'âme au livre 9 de la République. Il décrit alors, et c'est, j'insiste, une image de l'âme, il décrit un être complexe regroupant la forme unifiée d'un animal divers et polycéphale qui aurait disposé en cercle des têtes d'animaux paisibles et des têtes d'animaux sauvages et capable de se transformer de l'une en l'autre et de faire sortir tout cela de lui-même, plus une forme de lion et une forme d'homme.
Socrate modelait alors autour d'eux, de l'extérieur, l'image d'un être unique, celle de l'homme, de façon que pour qui ne peut voir ce qu'il y a dedans, mais ne voit que la gaine extérieure, cela paraisse un seul être vivant, un homme. Jacques Brunswick l'avait dit en d'autres termes, notre identité à nous-mêmes n'est pas une donnée immédiate. Ici, notre identité, ce n'est pas l'ensemble de l'homme, mais c'est la partie rationnelle de notre âme, l'homme intérieur, dans le texte cité. Je voudrais ajouter que c'est sur ce point que la théorie stoïcienne de l'oikiosis, on peut traduire appropriation, vient produire à mon sens des effets au-delà même du champ de ce qu'elle fonde. Par cette théorie, le stoïcisme établit pour le coup un rapport à soi-même qui, comme le dit Jacques Brunswick, n'est assimilable à aucun rapport que je puisse avoir avec quelque chose, avec quelque objet que ce soit. Encore faut-il s'entendre, comme je l'ai fait dans le livre, sur ce que veut dire oikeios. Si je suis à moi-même oikeiotate, la plus proche, cela signifie que le rapport à moi-même ne se comprend que dans le cadre d'un rapport au proche. Toujours est-il que, par cette théorie stoïcienne de l'appropriation, on retrouve l'idée de l'archéologie ou de la généalogie des configurations conceptuelles. C'est dire que l'effet d'une invention conceptuelle ne se réduit pas à l'effet qu'elle opère dans le champ qu'elle vient modifier. D'autos, nous passons donc à l'autarcie. Il me semble qu'il y a cette tension que vous exprimez à juste titre entre recherche de l'autarcie et inscription cosmique de l'individu, que pour qui se trouve déjà dans l'individualisme ou dans une forme d'individualisme. La question, comment peut-on penser un idéal d'autarcie, d'indépendance pour des êtres qui ne peuvent être dégagés de leur relation au monde, sous-entend que les relations au monde nous rendent dépendants et compromettent donc l'indépendance que nous rechercherions. Et ce n'est pas nécessairement le cas. On peut bien concevoir au contraire que l'autarcie n'aille pas sans une inscription dans le monde. Alors, se suffire à soi-même ne signifie en rien s'abstraire du monde. Le monde, en grec cosmos, est inséparable de l'ordre et de la beauté. Et Vernon déjà citait Grothuizen qui avait écrit que le sage antique n'oublie jamais le monde, qu'il pense et agit par rapport au cosmos, qu'il fait partie du monde, qu'il est cosmique. On trouve cette exclamation chez Épictète, comme si nous étions indépendants. Le grec dit apolutoi, un adjectif qu'on traduit parfois d'ailleurs par absolu. Or, nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas indépendants. Sur cette question, on peut porter l'accent tout particulièrement sur le stoïcisme impérial, mais si l'on prend tout d'abord les choses en amont, on peut renvoyer à Benveniste qui, dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, à l'article Philos, précise que, Benveniste précise que les modèles de l'action et de la vie ne sont pas centrés d'emblée sur un seul, mais sur le collectif. Et que parler d'un seul, par exemple de soi-même, signifie prélever sur le collectif un point de vue unique, supporté par un seul corps et nommé par un nom ou un faisceau singulier de noms. C'est ainsi que dans le stoïcisme, akoinetos, qu'on traduit souvent par égoïste, signifie littéralement qui n'a pas d'égard pour le commun. De même qu'apolutos signifie détaché, indépendant. Le collectif est un tissu de relations. Voici qui vaut aussi pour l'inscription cosmique de l'individu stoïcien, caractérisé par une qualité propre que vient signifier son nom. On rejoint d'ailleurs ici l'idée qu'autos se dégage sur un fond où nous sommes entretissés. J'ajouterai deux exemples. On peut rappeler la manière dont l'autarcie intervient au livre 2 de la République. Socrate explique que s'il vient à être quelque chose comme une cité, c'est qu'il se trouve que chacun de nous, loin d'être autosuffisant, a besoin de beaucoup d'autres gens. Ainsi, un homme prend avec ou auprès de lui un autre homme en raison du besoin qu'il a d'une chose, et un autre encore en raison de son besoin d'une autre chose. Et ces nombreux besoins
amène de nombreux hommes à s'assembler sur un même lieu d'habitation pour vivre en communauté et s'entraider. Et c'est à cette cohabitation qu'on donne le nom de cité. Deuxième exemple, un certain passage des entretiens d'Épictète atteste pour sa part une reconfiguration radicale de la filia, disons, faute de mieux, l'amitié. Il souligne que la question n'est pas d'être nés des mêmes parents, d'avoir été ou non élevés ensemble, mais de placer ou non son intérêt dans la faculté de choix, ce qu'il appelle la proairesis. Si les hommes ne placent pas leur intérêt dans la faculté de choix, alors il ne faut pas dire qu'ils sont amis, dignes de confiance ou libres. En revanche, s'ils sont d'avis que le bien réside seulement là où réside la faculté de choix, il est totalement inutile de savoir si l'on a affaire à un fils, un père, à des frères ou à des camarades vivant ensemble depuis longtemps. On peut simplement déclarer avec assurance qu'ils sont amis, dignes de confiance et libres. Le critère de la filia n'est donc plus la proximité familiale ou le vivre ensemble et sa relative durée, mais le fait de juger que le bien réside dans la faculté de choix et l'usage correct des représentations. C'est dire que la filia ne relie plus les vivants humains de la même manière. Elle se trouve dans la loyauté, la pudeur et ce qu'Épictète appelle le don du beau. Elle se trouve donc ainsi requalifiée, jointe à une relation univoque au Dieu qui préside à toutes nos relations, qu'il s'agisse de notre relation aux étrangers, à notre père ou à nos frères. Un autre passage d'Épictète souligne que c'est la nature de tout être que de poursuivre le bien et de fuir le mal. Celui qui lui enlève le bien et qui le précipite dans le mal est tenu pour son ennemi, pour un adversaire, fût-il son frère, son fils ou son père. Car rien ne nous est plus apparenté, le grec est syngenesteron, que le bien. Brillet et Aubin traduisent syngenesteron par rien ne nous est plus intime. Mais à vrai dire, la nuance n'est pas celle de l'intime, c'est bien plutôt celle de la parenté. Considérer que le bien est plus apparenté à nous-mêmes que ne l'est notre propre frère, notre propre fils ou notre propre père, vise à établir un rapport direct avec le Dieu, à faire passer le bien avant le frère, le fils et le père. À cet égard, Épictète opère une réduction éthique jusqu'à ne laisser en regard que le vivant humain singulier et le Dieu, par l'intérêt exclusif que le vivant humain singulier place dans sa faculté de choix. Mais en aucun cas, le rapport au cosmos ne se trouve remis en cause, dès lors que le Dieu est cosmos. Il faut souligner que le stoïcisme, sans être le moins du monde individualiste, donne ainsi comme en pointillé, avec sa théorie de la proairesis, des éléments qui pourront être appropriés par l'individualisme, une fois le soubassement cosmique remis en cause ou contesté. Alors sur cette question de l'homologie entre l'âme du vivant humain et le monde, on peut commencer par citer le début d'un chapitre très complexe du traité de l'âme d'Aristote, le chapitre 3, 5, c'est celui qui traite de la différence entre un intellect dit agent et un intellect dit patient, le chapitre d'Aristote parlant littéralement d'un intellect impassible et d'un intellect passible, susceptible de pâtir. Or, cette distinction, sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui, s'inscrit dans une remarque préalable où Aristote dit qu'il est nécessaire qu'il en aille dans l'âme comme il en va dans la nature tout entière. Et je cite le passage, « Puisque dans la nature tout entière, on distingue d'abord quelque chose qui sert de matière à chaque genre, et ensuite une autre chose qui est la cause et l'agent parce qu'elle les produit tous, situation dont celle de l'art par rapport à sa matière est un exemple, il est nécessaire que dans l'âme aussi, on retrouve ces différences. » Mais pour répondre plus directement à votre question, l'idée générale est que dans les textes anciens que j'ai abordés, il ne peut pas y avoir connaissance sans intelligibilité partagée. Pour connaître, il faut que j'ai dans mon âme quelque chose de ce qui fait l'intelligibilité de l'univers, de ce qui rend l'univers intelligible. Par exemple, Platon dans le Timée fait le lien entre ce qu'il y a de divin en nous et les pensées et les révolutions de l'univers. Les mouvements, qui sont apparentés à ce qu'il y a de divin en nous, ce sont les pensées et les révolutions de l'univers,
Je cite le passage, « Voilà bien les mouvements en accord avec lesquels chacun, par l'étude approfondie des harmonies et des révolutions de l'univers, doit, en redressant les révolutions qui dans notre tête ont été dérangées lors de notre naissance, rendre celui qui contemple ces révolutions complètement semblable à ce qui est contemplé en revenant à son état naturel antérieur et, après s'y être rendu semblable, atteindre le but de la vie la meilleure proposée aux hommes par les dieux pour le présent et pour l'avenir. » Cela signifie également, alors, que la pensée n'est pas l'apanage du vivant humain, que la pensée en nous correspond à la pensée qui ordonne l'univers et qui est une pensée divine. J'ai proposé de comprendre que certaines pensées de Marc Aurèle, là les pensées au sens des pensées pour moi-même de Marc Aurèle, attestent en revanche une modification. Dès le Philebde de Platon, la question se trouve posée par Socrate de savoir si la totalité des choses, ce que nous appelons l'univers, est gouvernée par la puissance de l'irrationnel et du hasard, au petit bonheur, ou si, au contraire, l'intellect et quelques merveilleuses réflexions ordonnent et gouvernent toutes choses. Je rapporte à cette alternative capitale, donc déjà présente dans le Philebde de Platon, la récurrence d'une certaine disjonction qu'on trouve chez Marc Aurèle, soit la providence, soit les atomes. Je me suis particulièrement attachée à deux versions de cette disjonction qui disent pour l'une, si les atomes, alors toi, ne te laisse pas aller au hasard. Et pour l'autre, quelque chose comme, si les atomes, alors au moins tu as ta partie dominante, ton hégémonikon en grec, c'est-à-dire la partie dominante, directrice de ton âme. Est alors en jeu ce que j'ai appelé l'hégémonikon rado, quand la providence fait défaut. Alors, l'homologie entre l'âme et le monde ne vaut plus, et la pensée devient une expérience séparée, et notre esprit un refuge. Alors, il y a de l'ordre dans l'âme, alors qu'il y a du désordre dans le monde. Mais est-ce possible ?